Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se rencontre dans cette vidéo pour vous expliquer le premier TD du module de régulation métabolique destiné aux étudiants de licence biochimie à l'université de Montury, Constantine. Donc le premier TD concerne la régulation du métabolisme en général et le système endocrinien. C'est parti. Donc, vous devez savoir quelques notions pour comprendre le TD ou le module en général. Donc, la première notion, c'est le métabolisme. C'est quoi le métabolisme? Donc, c'est un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant et lui permettent notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. Donc, le métabolisme doit être régulé pour s'adapter aux changements de l'environnement, ainsi pour s'adapter aux changements qui se passent à l'intérieur de l'être vivant. Donc, c'est quoi la voie métabolique? Donc, une voie métabolique, c'est un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule vivante et catalysée par une série d'enzymes qui agissent de manière séquentielle. Donc, on peut dire d'une autre façon, donc, une voie métabolique, c'est une succession de réactions chimiques catalysées par une série d'enzymes. Donc, les réactions du métabolisme qu'on va étudier dans ce module, c'est des réactions de catabolisme et d'anabolisme. Donc, c'est quoi le catabolisme? Donc, c'est une dégradation du nutriment, dégradation des nutriments comme les glucides, les graisses, les protéines, pour produire de l'énergie, l'ATP, et elle donne aussi des produits terminaux pauvres en énergie. Pour la voie inverse, l'anabolisme, donc c'est une construction des macromolécules cellulaires, comme les protéines, les polysaccharides, etc., à partir des précurseurs simples, comme les acides aminés, les sucres, les acides gras, etc. Donc, vous avez donc cette voie, donc elle consomme de l'ATP. J'attire votre attention que l'énergie elle a d'autres formes indirectes comme NADH+, et FADH2. Donc, on commence par la première question. Quels sont les principes de régulation des voies métaboliques? Ou ici on parle de contrôle des voies. Comment peut-on faire une régulation d'une voie métabolique ou des voies métaboliques? Donc, la régulation des voies métaboliques peut se faire selon trois processus. La première, par modification de l'activité des enzymes clés de la voie. Donc, on doit savoir c'est quoi une enzyme clé. Donc, vous avez donc le schéma. De façon générale, on a une voie métabolique. Donc, on a une molécule initiale, donc qui se transforme en molécule intermédiaire, et après plusieurs réactions, on obtient une molécule finale. Donc, ces réactions sont catalysées par une série d'enzymes. Donc, l'enzyme clé, c'est une enzyme allostérique. C'est l'enzyme 1 de la voie. Donc, l'enzyme 1, c'est une enzyme clé de la voie. Généralement, l'enzyme 1, c'est une enzyme clé, c'est une enzyme allostérique. Donc, on peut contrôler la voie en contrôlant l'activité de cette enzyme, de l'enzyme clé. Donc, ça n'empêche pas que l'enzyme clé peut-être on trouve d'autres enzymes clés au cours des réactions enzymatiques, c'est-à-dire ça peut être à l'intérieur de la voie ou ça peut être la dernière enzyme, donc selon la voie métabolique. Donc, mais généralement, la première enzyme, c'est une enzyme allostérique. Donc, c'est une enzyme clé. Et selon la voie, on peut trouver d'autres enzymes clés, comme on ne le trouve pas. Donc, aussi, on peut modifier l'activité de l'enzyme clé, donc par modification
allostérique de l'enzyme clé en réponse à un activateur ou inhibiteur. Donc l'enzyme allostérique, on peut moduler l'activité de l'enzyme allostérique par un effecteur, que ce soit un activateur ou inhibiteur. Donc, je vais faire avec vous donc un rappel pour les enzymes michaéliennes et allostériques. L'enzyme michaélienne, donc, elle a une cinétique hyperbolique. Donc, l'enzyme michaélienne, donc, vous voyez, donc, la cinétique hyperbolique, c'est-à-dire la vitesse, elle est proportionnelle avec la concentration de substrat, donc, jusqu'à la saturation de l'enzyme par son substrat et la vitesse devient fixe. Pour l'enzyme allostérique, donc elle a une cinétique sigmoïde. Donc l'enzyme allostérique, donc elle a un site d'effecteur séparé au site de fixation de substrat. Donc l'effecteur donc peut activer ou inhiber l'enzyme allostérique. Donc dans le cas de l'activateur, donc l'effecteur c'est un activateur, donc l'activateur donc se fixe sur son site, donc il favorise la fixation de substrat à l'intérieur de son site de fixation dans la structure de l'enzyme, c'est-à-dire donc l'activateur donc il favorise ou il augmente l'affinité entre le substrat et son enzyme, alors que la fixation de l'inhibiteur, dans le cas de l'effecteur c'est un inhibiteur, donc la fixation de l'inhibiteur empêche la fixation de substrat à son site de fixation dans la structure de l'enzyme, c'est-à-dire donc il inhibe l'activité enzymatique de l'enzyme. Donc voilà donc les types donc d'effecteurs de l'enzyme allostérique. Donc il peut être un activateur ou inhibiteur. Donc on peut, si on veut stimuler la voie métabolique, donc on active l'enzyme allostérique. Si on veut freiner la voie, donc on inhibe l'enzyme allostérique ou l'enzyme clé. D'accord? Donc c'est pour ça on a dit enzyme clé, donc c'est une enzyme allostérique, donc on peut moduler son activité par des effecteurs comme donc des activateurs ou des inhibiteurs. D'accord? Donc deuxièmement, donc on a dit par modification de l'activité des enzymes clés, par modification allostérique de l'enzyme, donc on module l'activité de l'enzyme, comme on peut aussi modifier l'enzyme par une modification covalente, c'est-à-dire un exemple pour la modification covalente de l'enzyme, la phosphorylation et la déphosphorylation. Donc la phosphorylation ou la déphosphorylation de l'enzyme peut conduire à une activation ou inactivation de l'enzyme. Donc un exemple, nous avons deux enzymes, la glycogène phosphorylase et la glycogène synthase. Donc, la phosphorylation de la glycogène phosphorylase conduit à transformer l'enzyme de la forme inactive vers la forme active. Donc, la glycogène phosphorylase, quand elle se forme non phosphorylée, elle est inactive, donc elle ne fonctionne pas. Quand elle est phosphorylée, elle devient active. Donc quand elle est phosphorylée, elle devient active, donc elle fonctionne. Donc après phosphorylation, l'enzyme elle devient active, donc elle fonctionne. L'enzyme glycogène synthase, donc après, quand elle est non phosphorylée, elle est sous forme active, donc elle fonctionne. Après phosphorylation, l'enzyme glycogène synthase, elle devient inactive. Donc la forme phosphorylée de glycogène synthase la rend inactive, donc elle ne fonctionne pas. Donc selon le type d'enzyme, la phosphorylation peut conduire à l'activation ou l'inactivation de cette enzyme. Donc dans le cas de déphosphorylation, par exemple la glycogène phosphorylase, quand elle est déphosphorylée, donc l'enzyme elle se transforme ou elle revient à l'état initial ou la forme initiale non phosphorylée, donc elle devient inactive.
Donc, dans le cas de déphosphorylation de glycogène synthase, donc l'enzyme, donc elle revient à l'état initial ou la forme initiale et elle devient active. Donc, voilà donc l'explication donc de l'exemple de phosphorylation et déphosphorylation. Donc, selon l'enzyme, donc la phosphorylation et la déphosphorylation pour conduire à l'activation ou l'inactivation de son activité. Deuxièmement, par modification du taux d'enzyme, donc on peut donc contrôler la voie métabolique en contrôlant le taux d'enzyme, donc ou le nombre des enzymes de la voie. Donc, la modification du taux de synthèse de l'enzyme en réponse à un signal hormonal. Donc, on peut modifier, donc on peut jouer sur le point de taux de synthèse comme on peut jouer sur le taux de dégradation de l'enzyme. Donc, la modification de taux de synthèse de l'enzyme, donc on peut modifier le taux de synthèse sous l'effet un signal hormonal, donc en contrôlant la transcription des gènes qui codent pour ces enzymes. C'est-à-dire, donc, le signal hormonal, donc, il stimule la transcription des gènes, donc une augmentation de synthèse de l'enzyme, ou donc il fait une répression de la transcription des gènes, donc il diminue la synthèse des enzymes. D'accord? Donc pour le cas, donc la deuxième méthode, augmentation du taux de dégradation de l'enzyme. Donc on peut aussi augmenter le taux de dégradation de l'enzyme, c'est-à-dire on peut augmenter la dégradation de l'enzyme et enfin on diminue le taux de l'enzyme. D'accord? Donc troisièmement, modification de la disponibilité du substrat. Donc comme on peut jouer sur le point de l'enzyme, on peut jouer aussi sur le point de substrat. Donc nous sommes dans des réactions enzymatiques. Donc on peut contrôler la réaction enzymatique en contrôlant la concentration de substrat. Par exemple, l'insuline, donc il contrôle le transport du glucose par les transporteurs GLUT4 dans la cellule musculaire. Donc l'insuline, il contrôle l'entrée et la sortie de glucose à l'intérieur de la cellule musculaire. Donc il contrôle la concentration du glucose à l'intérieur de la cellule musculaire. Donc par cette façon, donc il contrôle donc les réactions enzymatiques aussi, donc qui utilisent le glucose. D'accord? Donc la deuxième question, définissez le terme système endocrinien. Donc le système endocrinien est constitué des glandes endocrines et mixtes. Donc les glandes endocrines, c'est des glandes. Donc premièrement, il faut savoir donc les types de glandes. Vous avez les glandes endocrines, les glandes exocrines et les glandes mixtes. Les glandes endocrines, c'est des glandes qui sécrètent des hormones dans le sang. Les glandes exocrines, c'est des glandes qui libèrent des sécrétions non hormonales dans un canal ou cavité. Une cavité. Les glandes endocrines et les glandes mixtes, c'est des glandes qui ont les deux fonctions endocrines et exocrines. Donc, les glandes mixtes, donc elles libèrent d'une part des hormones dans le sang et d'autre part des sécrétions non hormonales dans une cavité ou canal. D'accord? Donc, le système endocrinien est constitué des glandes endocrines et mixtes. Parce que les glandes mixtes, elles sécrètent donc d'une part les hormones. Donc, il est constitué des glandes endocrines et mixtes qui sécrètent des hormones. Il contrôle ainsi différentes fonctions d'un organisme. Troisième question. Quel élément intervient dans l'activité du système endocrinien? Les nerfs, les glandes exocrines, les hormones. Bien sûr, c'est les hormones. Quatrième question. Quel rôle le sang joue-t-il dans le fonctionnement des glandes endocrines? Donc le rôle de sang, donc il transporte l'hormone à partir de glandes qui la sécrètent jusqu'à la cible ou l'organe cible. Cinquièmement, choisir là où les réponses justes. Les principales glandes endocrines de l'organisme
Donc, on parle de glandes endocrines, donc qui sécrètent bien sûr des hormones. Donc, le système endocrinien, vous voyez, donc c'est un mélange de glandes endocrines et mixtes. Donc, nous avons la première proposition, sont en général de gros organes. Non, ils ne sont pas de gros organes. Donc, on parle de glandes endocrines, c'est des petits organes. D'accord? B, sont intimement liés les uns aux autres. Non, ils ne sont pas liés, ils sont dispersés. Donc, c'est faux. C, contribuent toutes à la même fonction, la digestion. Non, c'est faux. Donc, c'est-à-dire, donc les glandes endocrines, elles ont la même fonction, une fonction commune qui est la digestion. Non, c'est faux. Chaque glande a là ses fonctions propres. D, toutes les propositions sont fausses. Oui, c'est vrai. Donc, les propositions précédentes, donc, sont fausses. A, B, C et sont fausses. Donc, la réponse juste, c'est D. D'accord? Donc, sixième question. Pour chacune des glandes suivantes, identifiez à quelle catégorie de glande elle appartient. Surrénale. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que la glande, elle est endocrine, exocrine ou mixte. Donc, surrénale, donc, ce sont des glandes endocrines. Donc, elles sécrètent des hormones adrénaline et noradrénaline. Donc, B, parathyroïde. Parathyroïde, donc, elle sécrète la parathormone. Donc, c'est une glande endocrine. Donc, glande lacrymale, donc elle sécrète les larmes. Ce sont des sécrétions non hormonales. Donc, elle est exocrine. Elles sont exocrines. D, hypophyse, donc elle sécrète des hormones. Donc, elle est endocrine. La thyroïde, donc elle est endocrine. Elle sécrète les hormones T3 et T4. Les glandes mammaires, donc sécrètent du lait, qui sont des sécrétions non hormonales. Donc, c'est une glande exocrine. Le pancréas, donc, sécrète d'une part donc, des hormones et d'autre part des sécrétions non hormonales. Donc, pour les hormones, elles sécrètent de glucagon et de l'insuline. Et d'autre part, elles sécrètent elles libèrent des sécrétions non hormonales. C'est le suc pancréatique qui a une fonction de digestion. D'accord? Septième, donc, il a une fonction où, donc, le pancréas, c'est une glande mixte. Donc, elle libère des hormones et aussi d'autres sécrétions non hormonales. D'accord? Donc, la septième question. La sécrétion de sucre pancréatique par le pancréas relève de la fonction endocrine, mixte ou exocrine. Donc, le sucre pancréatique, il a un rôle dans la digestion. C'est des sécrétions non hormonales. Donc, on dit il a la fonction exocrine. Si on a posé la question, le pancréas relève de quelle fonction? Donc, le pancréas, il a la fonction mixte parce qu'il sécrète donc des hormones et d'autres sécrétions non hormonales. Mais la question dit le suc pancréatique. On a déterminé, on a précisé la question. C'est pour le suc pancréatique. Donc, la fonction du suc pancréatique, c'est la digestion. Donc, c'est une fonction exocrine. D'accord? Donc, huitième question. Répondre par vrai ou faux. La première. Les glandes salivaires font partie du système endocrinien. Non, c'est faux. Les glandes salivaires, c'est des glandes exocrines. Elles sécrètent la salive qui est donc une sécrétion non hormonale. D'accord? Donc, c'est faux. Deuxièmement, toute glande fait partie du système endocrinien. Non, c'est faux. Il y a des glandes exocrines, donc qui ne font pas partie du système endocrinien. Troisièmement, une glande endocrine peut synthétiser plusieurs hormones. Oui, c'est vrai. Donc, une glande, elle peut synthétiser plus qu'une hormone. Donc, plusieurs hormones, comme le pancréas, il peut sécréter, oui, il sécrète l'insuline et le glucagon. Quatrièmement, une hormone ne peut être produite que par un seul organe. C'est-à-dire, on parle de la spécificité. C'est-à-dire, donc, chaque hormone, elle est produite par un seul organe ou une seule glande. D'accord? Donc, c'est vrai, oui. Donc, chaque glande a là, ses propres hormones. D'accord? Cinquièmement, une hormone n'agit que sur un seul organe. C'est-à-dire, une hormone n'a pas qu'un seul organe cible.
C'est faux. Donc, l'hormone peut agir ou agit sur plusieurs organes cibles, comme l'insuline, il agit sur les muscles squelettiques et le foie. D'accord? Sixièmement, toute glande qui sécrète une hormone dans le sang fait partie du système endocrinien. Oui, c'est vrai, donc c'est la définition des glandes endocrines. D'accord? Septièmement, les hormones agissent uniquement sur des organes non endocriniens. C'est-à-dire les cibles des hormones, c'est des organes non endocriniens. Donc, les cibles des hormones, les cibles des hormones ne sont pas des glandes. Donc, la proposition dit que les cibles des hormones ne peuvent pas être des glandes. C'est-à-dire, une glande ne peut pas agir sur une autre glande. C'est faux. Comme, donc, le cas de l'hypothalamus, donc, elle agit sur l'hypophyse. Donc, voilà, donc, l'exemple. Donc, l'hypothalamus, donc, elle agit sur l'hypophyse, stimule l'hypophyse. Donc, l'hypothalamus sécrète de TRH, donc, qui stimule l'hypophyse pour sécréter le TRH. Donc, et le TRH, donc, stimule la thyroïde pour sécréter le T3 et le T4. Enfin, donc, ces dernières hormones, donc, elles agissent sur les cellules cibles, sur leurs cellules cibles. Donc, après une augmentation du taux de T3 et T4, donc, la concentration ou leur concentration élevée va inhiber l'hypophyse et l'hypothalamus pour ne pas sécréter, donc pour ne pas stimuler la thyroïde à sécréter le T3 et le T4. Donc, c'est le contrôle de la synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4. D'accord? On passe. La question 9. Les récepteurs des hormones peptidiques sont situés à l'intérieur de la cellule. Il n'y a pas de récepteur pour les hormones peptidiques dans la membrane de la cellule. C'est dans la membrane de la cellule. Donc, premièrement, donc, une hormone, elle a toujours un récepteur spécifique pour elle. C'est toujours, donc, une hormone, toujours elle a un récepteur spécifique pour elle. D'accord? Deuxièmement, donc, les récepteurs des hormones peptidiques, donc, sont situés à la membrane de la cellule. D'accord? Deuxième question. Pourquoi les hormones stéroïdes n'ont-elles pas besoin de transduction de signal ou second messager pour agir? Donc voilà. Donc les hormones stéroïdes, elles sont de nature lipidique. Donc elles peuvent traverser la membrane plasmique facilement parce que la constitution de la membrane plasmique, donc elle est très riche en lipides. Donc l'hormone stéroïde, donc il peut franchir donc la membrane plasmique facilement pour aller au cytoplasme, où il se fixe sur son récepteur intramembranaire. Donc le complexe hormone-récepteur migre vers le noyau pour agir ou pour se fixer sur l'ADN. Et son action va être une expression ou répression des gènes. Pour des gènes codons pour une protéine, que ce soit une enzyme, une hormone, un récepteur, etc. Donc, pour les hormones peptidiques, donc les hormones stéroïdes, ils n'ont pas besoin de transduction de signal parce qu'ils sont de nature lipidique, donc elles peuvent traverser facilement la membrane plasmique. Donc, alors que donc les hormones peptidiques, donc elles se fixent sur, elles ont des récepteurs membranaires, donc elles se fixent, donc l'hormone peptidique se fixe sur son récepteur membranaire. Donc elle a besoin de transduction de signal parce qu'elle ne peut pas aller au cytoplasme. Donc, elle a besoin de transduction de signal par exemple, un second messager comme l'AMP cyclique. Donc, la transduction de signal donc à l'intérieur de la cellule et il y aura une action d'activation d'une cascade de réactions enzymatiques enfin. D'accord?
Donc voilà, donc j'ai terminé donc la première vidéo donc pour le TD de régulation métabolique. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.